Il y a un proverbe qui dit « Rien n'est impossible à celui qui venge son père ». Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris vos chapeaux, vos Santiago. On est de très bonne humeur ce soir. On n'est pas au Texas, mais rien ne vous retient pour y être. Et l'épopée qu'on va se raconter ce soir compte la revanche d'une jeune femme sur les leçons de son père. Mieux encore, sur celle de sa lignée. Et comme toujours, tout commence par le fameux « il était une fois ». Mais on oublie trop souvent que « il était une fois » est un mensonge. Parce que chaque fois qu'on dit « il était une fois », on raconte l'histoire sous notre point de vue. C'est-à-dire qu'on prend toujours le prisme qu'on veut donner à l'histoire qu'on veut raconter. Et l'histoire est en réalité toujours racontée par les vainqueurs. D'ailleurs, il y a une petite légende que je vais vous raconter. Au début du XXe siècle aux États-Unis, il y a un animateur radio qui va commencer à raconter à ses auditeurs l'histoire d'un cow-boy. Ce cow-boy a des aventures absolument extraordinaires, il s'habille un peu comme moi, il est frais et tout, c'est-à-dire qu'il change l'Amérique, il commence à raconter ça à la radio et il va devenir super populaire. Les auditeurs appellent pour savoir qui c'est, comment il s'appelle, parce qu'au début, on ne connaît pas sa couleur de peau, on sait à quel point il est épique, on sait à quel point ses aventures sont extraordinaires, mais on ne sait rien de plus de lui jusqu'au jour où l'auteur va donner les traits de ce fameux monsieur. Peut-être que certains le connaissent, on l'appelle globalement dans la culture populaire américaine, où il est extrêmement populaire, The Lone Ranger. Et l'inquiétude des auditeurs qui appelaient était de savoir est-ce que c'est un noir, c'est un blanc. Et il va être finalement défini et inscrit dans la culture populaire comme étant un fameux homme blanc avec un masque noir. Et la fameuse histoire du masque noir est passée dans la légende chez une grosse partie de l'histoire du peuple afro-américain. Parce qu'encore une fois, l'histoire est une question de perception. Et dans l'histoire du peuple afro-américain, il est dit que The Lone Ranger est un cow-boy afro-américain qui s'appelait Bass Reeves. Bass Reeves a une vie extraordinaire. C'est un homme qui a véritablement existé. C'était véritablement un cow-boy qui s'est battu, qui a été affranchi et qui a été tellement extraordinaire qu'ensuite, ses anciens maîtres ont été obligés de l'embaucher et qu'il est devenu député aux États-Unis. Et les fameuses épopées de Bass Reeves auraient donc inspiré The Lone Ranger. Mais pour pouvoir marketer à la grande Amérique de Lone Ranger, on a créé un personnage donc blanc. Et comme en souvenir de son ancienne appartenance ou alors de son ancienne couleur, on lui a mis le fameux masque. Oui, je suis équipé, je suis très très équipé aujourd'hui. Oh. Là, vous allez sans doute vous dire, oui, mais c'est assez banal, vous connaissez ce genre d'histoire, ça pollue Hollywood depuis quasiment un siècle. C'est presque une routine américaine, on pourrait dire un requiem américain. Si vous vous demandez quel est le rapport avec l'album Carter qu'on va décrypter dans cette vidéo, c'est que vous ne l'avez peut-être pas encore écouté parce que c'est effectivement la porte d'entrée de l'album, mais pas que. Quand vous regardez la pochette de l'album, vous y apercevez tout de suite un cheval, le Lipizan. Et il est connu notamment au Texas parce que ce sont des chevaux qui naissent noirs et au fil des années, ils deviennent comme celui que vous apercevez sur la pochette, blanc. Et tout ça n'a pas été fait de façon innocente. Mais avant d'entrer dans le décryptage de cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes abonnés, que vous avez liké. Parce qu'on n'a pas perdu les bonnes habitudes. Il faut faire venir le monde et tout. Surtout que notre épopée dans le sud des États-Unis est bien évidemment sponsorisée. Hi-ha! Et du coup, oui, c'est NordVPN qui sponsorise cette vidéo. On a de la chance parce que NordVPN, c'est vraiment, véritablement le cow-boy du VPN. Il vous protège, il est loyal. Si vous allez partout, vous allez sur Internet, il sera toujours avec vous pour prendre soin de vous. Et vous allez me dire, mais vraiment, Stevie, à quoi sert un VPN? La première chose, c'est qu'il vous garde en sécurité. Vous allez pouvoir faire vos achats en sécurité sur Internet, protéger vos données et gambader tranquillement sur Internet comme si vous étiez dans la grande vallée de l'Alabama. Au revoir. Il est votre bodyguard, il est votre protecteur, mais il ne se contente pas d'être dans l'aspect que sécuritaire. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un peu de fun ou alors un peu de yaya, NordVPN est aussi là pour vous parce qu'effectivement, lors d'un petit Netflix and chill, vous pouvez aussi avoir accès à tout le catalogue de Disney US avec des films comme
Ah, je connais pas les films. Si vous allez, par exemple, écouter de la musique de certains artistes plus ou moins boycottés en Occident, certains clips boycottés en Occident, vous pouvez utiliser NordVPN pour regarder ces artistes-là dans d'autres pays. De même que si vous voulez regarder la Formule 1 ou encore la Ligue des Champions, vous savez que c'est disponible gratuitement dans certains pays et grâce à NordVPN, avec un abonnement, vous pouvez y avoir accès. Et en plus, désormais, il y a une application NordVPN. Ce sera votre fidèle compagnon, votre petit cow-boy sur votre téléphone. Vous pouvez y avoir accès aussi bien sur Android que sur Apple TV. Et tout ça, vous pouvez l'avoir avec simplement 3 € par mois. L'offre est exceptionnelle. Vous pouvez y avoir accès avec le lien en bio. Ça vous fait environ 4 mois d'abonnement gratuit sur 2 ans. Et que demander de plus? Le retour au Texas. Genres are a funny little concept, aren't they? Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous venger de quelqu'un qui vous aurait fait du mal ou alors qui aurait fait du mal à votre famille? Vous vous êtes dit, lui, le jour où je vais la voir, je vais lui souhaiter les pires horreurs. Ou alors vous vous êtes dit, s'il s'avère que je le vois brûler quelque part, ce sera tant pis pour lui et ses proches. Le briser comme une sorte de petite allumette. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que, chers amis, ce soir, nous entrons dans un labyrinthe. J'espère que nous en sortirons tous indemnes. Et la dame que vous venez d'écouter au début de la vidéo s'appelle Linda Martel. C'est une chanteuse de country qui a connu le succès dans les années 50 et 60. Elle est considérée comme une des pionnières du genre. Mais malheureusement, dans les années 70, elle a dû quitter la country. Pourquoi? À cause de sa couleur de peau. Elle était rejetée, comme beaucoup d'autres Afro-Américains, par la grande majorité du public blanc country. Et là encore, ça sonne comme une histoire qu'on a déjà entendue. D'autant plus entendue que la country est un genre descendant du blues, plébiscité et créé par les Afro-Américains, et d'ailleurs l'un des instruments prépondérants dans la musique country et dans la musique folk, c'est le banjo. Pour ceux qui ne le savent pas, le banjo est le petit frère du luth sénégalais. C'est exactement le même instrument qui a été donc porté par les anciens esclaves qui sont arrivés aux États-Unis et qui l'ont donc intégré dans la musique de leur nouveau territoire. D'ailleurs, on a parlé de le Lone Ranger. Actuellement, il y a un chanteur de country qui cartonne en exploitant exactement ce même personnage avec le fameux masque Orville Peck. Là encore, vous n'êtes pas surpris. Et d'ailleurs, à ce stade de la vidéo, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on revient sur toutes ces histoires-là? Parce que ça sonne comme une sorte de requiem de notre bon oncle Sam. Oui, notre personnage principal lui dit bonjour d'entrée pendant que son cheval s'échauffe et qu'elle-même s'échauffe. Mais permettez-moi de continuer parce que nous connaissons quasiment tous l'histoire des fameux cow-boys. Cowboy Stevie peut vous la raconter parce que on a tous vu des westerns absolument incroyables et nous avons tous, encore une fois dans l'idée, l'image de ce fameux cowboy blanc, grandiloquent, rebelle, brumeux, vraiment qui vit sa vie de solitaire et à la fois très aimant, défend les populations opprimées. Il s'avère qu'en réalité, cette image est une grande création, encore une fois, de Hollywood. Le cowboy, en vérité, comme son nom l'indique, cowboy, c'est juste l'homme qui s'occupait du bétail, c'est-à-dire qui transportait les bêtes. Et c'était pas à l'époque vu comme un métier très noble. Hollywood l'a réexploité et a fait la légende de l'historique des cowboys, mais encore une fois, ils ont quelque peu banni de l'histoire du fait que un tiers des cowboys étaient des Afro-Américains, une large partie d'entre eux étaient des Amérindiens, mais en vérité, sur ce petit point-là, on pourrait se dire que on s'en fout. Tant qu'on a eu nos bons divertissements, nous avons tous nos films de cow-boys préférés, L'Homme de l'Ouest, Le Cavalier Solitaire, Django pour certains. Et qu'est-ce qu'on aime dans les films de cow-boys? Dites-moi dans les commentaires, là, on aime le rodéo, les combats, la baston, le fait que les gars soient toujours bien fringués, ils ont un petit style, ils font des bonnes blagues. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait le sel des bons westerns en général? Oui, je suis d'accord avec vous. Ils sont de putain de bons croyants. La Bible, ce sont des espèces de contradictions sur pattes, c'est-à-dire qu'ils te butent en disant au Seigneur Jésus-Christ, Amen. Ça rajoute souvent du piment, du sel à leurs fameuses scènes.
Mais ce n'est pas tout. Il y a un point qui revient très souvent dans les films de cow-boy et qui fait le peps de ces histoires-là. C'est bien évidemment la vengeance. Oui, les cow-boys sont très souvent des gars qui ont souffert, dont les familles ont été abandonnées. Pensez aux films de cow-boy que vous connaissez, refaites-vous les films dans vos têtes là tout de suite. Vous allez voir que très souvent, c'est des gens qui ont grandi un peu dans la campagne ou alors dont les parents ont été assassinés, ils se sont retrouvés seuls et ils ont un seul objectif dans la tête, c'est de revenger leur famille ou alors ils veulent pas trop côtoyer le monde, ils sont solitaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont été durement blessés par ce monde et c'est exactement ce même mal qui habite notre personnage principal ici, Beyoncé. Elle est courroucée, excédée, son cœur au bout, et c'est ce qu'elle vous raconte tout le long des 27 titres qui composent cet album. Même après avoir écouté ça, vous ne me croyez pas? Vous n'avez même pas besoin d'écouter l'album. Regardez juste le track listing de l'album au moment où on parle. Protector, Bodyguard, qu'est-ce que c'est que Jolene? Jolene, c'est une histoire de pré-revanche. C'est la femme qui suspecte qu'une autre femme peut lui voler son homme et qui lui dit « Ce que je vais te faire, tu ne pourras pas supporter, donc calme-toi. » Alligator Cheese, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le pendant parce que dans le sud des États-Unis, au lieu des crocodiles, on retrouve beaucoup plus des alligators. Bah, du coup, on te dit, toi et tes larmes de crocodile, nous on dirait les larmes de crocodile, c'est-à-dire que tu pleures mais tu ne pleures pas vraiment. Là, ici, on a les alligator cheese, toujours le thème de se dire, tu as fait ça et tu mérites ce qu'il t'arrive. Tyrant, pareil. On est dans le champ lexical de la guerre, de la bataille, du fait de ne pas abandonner, de reprendre ce qui nous est dû. Elle prévient sur Spaghetti. Et Spaghetti, ce n'est pas non plus innocent. Spaghetti, ce sont les films de cow-boy qui étaient faits par les cinémas européens. Ça a été hyper populaire, mais c'était super cheap des fois. Et ils avaient une particularité, il y avait beaucoup de bagarres. Et c'est pour ça que sur Spaghetti, notre personnage principal nous dit qu'elle est là pour faire du bang bang. C'est-à-dire qu'elle est toujours prête, toujours en activité. Même quand il faut rappeler qu'elle est une femme sensuelle, sexy et qu'elle est capable de faire plusieurs sessions par soir, le langage qu'elle utilise, elle dit gun reloading, c'est-à-dire que c'est une arme. Et là, vous pourriez vous demander, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que elle est autant courroucée? C'est une chanteuse apparemment qui a plus de Grammy Awards que tout le monde. Elle a vendu des millions de disques. Elle est désormais considérée comme une légende. Son groupe a vendu aussi des millions de disques. Elle n'a quasiment pas d'album à échec. Son mari est milliardaire. Ses enfants sont beaux. Enfin, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette femme-là soit autant énervée et agacée et qu'elle garde rancune pendant aussi longtemps? Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Venez. Un jour de 2016, Beyoncé sort un album qui s'appelle Lemonade. Dans cet album qui s'appelle Lemonade, elle a une chanson qui s'appelle Daddy Listen. Lemonade est un album qui arrive après l'album Beyoncé de Beyoncé. Il y a déjà une petite frustration dans la vie de Beyoncé, qui est peut-être le filigrane de cette petite amertume, c'est qu'elle n'a jamais gagné malgré tout le fameux Grammy Album of the Year au Grammy Award. Et donc là, elle sort Lemonade, qui est un projet salué par la critique et qui la sort un peu du R&B classique plus ou moins qu'elle faisait sur le précédent. C'est-à-dire que il y a des titres rock, il y a des titres R&B, il y a des titres plus pop, il y a des titres un peu plus raga. Elle ouvre son champ de vision en se disant que bah ça peut toucher aussi un plus gros auditoire au niveau des Grammy Awards. Et dans cet album-là, donc, il y a une chanson country qui s'appelle Daddy Listen. Et pour défendre sa chanson country, Beyoncé, qui est la madame performance des États-Unis, exceptionnelle performeuse, et qui effectivement, chaque fois qu'elle fait une performance quelque part, ravit les salles, parce qu'elle sait chanter, elle danse, beaucoup de grâce. Voilà, il n'y a rien à redire sur ses prestations en général. C'est la bonne élève de la classe. Et elle va arriver au Country Music Award. Elle, Beyoncé, qui à ce moment-là a déjà 20 ans de carrière, se dit, bon voilà, j'ai ma petite chanson country. Elle y va avec les Dixie Chicks, groupe de country très intéressant, qui lui aussi a été banni par le public country pour avoir dénoncé la guerre en Irak. Bah, en fait, elle se dit, bah, je vais les ramener, on va faire une vraie prestation sur cette chanson-là. Et l'accueil va totalement la déboussoler, voire la blesser. Là où chaque fois qu'elle passait, elle était logiquement pour ses prestations
saluer. Là, elle arrive, elle chante bien sa chanson, elle est gracieuse, elle est belle, mais le public country ne réagit pas. Les gens dans la salle sont en mode « C'est pas ton père qui vendait tes albums à 500 $, on sait pas trop quoi dans les rues là quand vous êtes disputés. C'est pas par hasard lui qui avait trahi les membres de ta formation. Non, on veut pas de leçons de lui, gardez ça pour vous. » Il y a quelque chose de frontal. Entendons-nous bien, on peut ne pas aimer une prestation de Beyoncé, on peut se dire que ouais, peut-être qu'elle était moins bonne, mais objectivement, la prestation n'était pas forcément moins bonne que les autres prestations de Beyoncé. Et donc du coup, on lui fait ressentir, et quelqu'un le dit même dans la salle, sortez cette négresse de la salle. Et ça, au vu de l'ambiance qu'on ressent déjà tellement tendue du public, ça va la marquer. Ça va tellement la marquer qu'elle va le retenir, elle va le ruminer pendant des années, se demander pourquoi, est-ce que c'est seulement à cause de sa couleur de peau. Et le fait de ruminer, le fait de ressasser, va lui donner l'idée d'un jour prendre sa revanche. C'est dans ce moment-là que va naître l'album Cowboy Carter et que va donc apparaître notre personnage principal, Beyoncé. C'est-à-dire que la rancœur va sortir de Beyoncé. Il va faire renaître Beyoncé. Et si vous ne me croyez pas, vous avez juste à appuyer play et écouter la toute première chanson de l'album qui s'appelle d'ailleurs du coup American Requiem et qui raconte justement la blessure de ce fameux événement-là. Quand on l'entend crier, elle dit « Est-ce que vous m'entendez désormais? Est-ce que vous m'entendez le dire désormais ?» Can you hear me? I said, do you hear me? Elle le dit avec toute la rage de la personne qui a vécu une humiliation parce qu'elle voulait juste chanter à un endroit où on ne lui permettait pas d'être totalement elle-même et de faire exactement ce qu'elle voulait. Et d'ailleurs, à ce moment précis, la manière dont elle dit les look at there est un clin d'œil à un chanteur de country noir qui s'appelait Lead Belly. Il chantait notamment la chanson Black Betty, qui a été justement encore une fois reprise par l'Amérique blanche sudiste. Look yonder, look yonder, look yonder. Et elle lui fait un clin d'œil dans la manière dont elle demande de regarder vers elle qui elle est. Est-ce que vous l'entendez cette fois? Parce qu'elle le dit, c'est le moment de faire face au vent. C'est le moment d'aller en guerre. Elle va même jusqu'à dire, toutes vos mauvaises habitudes là, aujourd'hui, je les enterre. Comme une vraie cow-boy, parce que c'est au nom du fameux Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons donc là l'intrigue d'un bon western. On a la petite fille Beyoncé, parce que même si à ce moment-là, elle a déjà plus de la trentaine, on est toujours d'ailleurs les enfants de nos parents. Quel que soit l'âge qu'on est, on est toujours les enfants de nos parents. Mais en plus là, elle chante la chanson d'Ali Listen. Même si c'est pas autobiographique, il y a une symbolique dans le rejet qu'elle subit. Et on retrouve ce mimétisme-là avec ces fameuses histoires de cow-boys qui très souvent perdent les membres de leur famille ou alors qui perdent leurs parents tués par d'autres cow-boys et qui donc du coup vont aller se venger et qui mijotent leur vengeance. Jusqu'à ce que l'histoire puisse en faire un film ou alors plusieurs. Maintenant, dans l'histoire de cow-boy que vous et moi on connaît, tout bon cow-boy a quand même souvent un peu besoin de soutien ou d'alliés. Et ça ne vient pas toujours de façon naturelle. C'est-à-dire que quand tu es passionné par ta vengeance, tu dis que lui, je vais le massacrer, bah, tu ne penses pas forcément que tu auras besoin de qui que ce soit. C'est-à-dire que tu es dans ton truc de te dire, lui, je vais le buter. Et donc, tu réfléchis à ton storytelling, ce que notre héroïne fait. C'est-à-dire que quand vous écoutez l'album, quand on a passé American Requiem, le deuxième titre de l'album s'appelle Blackbirds. Take these broken wings and learn to fly. Blackbirds, qui est une chanson des Beatles, écrite par Paul McCartney, qui rendait hommage aux toutes premières jeunes femmes lors de la ségrégation noire, les jeunes filles qui entraient dans des écoles réservées aux Blancs. Blackbird fly. Le sort qui leur était réservé à l'époque était absolument abominable. Et c'est ce titre-là que Beyoncé choisit de reprendre avec plusieurs autres chanteuses noires débutantes dans la country. Tenor Adele, Brittany Spencer, toutes se retrouvent. Leurs voix sont malgré tout, et ça c'est super important, assez en retrait par rapport à celle de Beyoncé. Mais le symbole est là, c'est-à-dire que
On reprend ce titre-là qui a compté dans l'histoire de la ségrégation américaine et on le cale juste après la première chanson où on demandait déjà à l'Amérique de rendre des comptes dans la manière dont j'ai été traité moi, mais dans la manière dont vous traitez quasiment tous les autres. Parce que chaque héros a besoin d'un storytelling. Et le storytelling qu'impose donc ici Beyoncé, c'est une sorte de corde entre son histoire personnelle et l'histoire des Afro-Américains de façon totale. C'est-à-dire qu'elle a préparé sa vengeance en se disant « Je vais prendre tous les miens avec moi. » Stevie Wonder est appelé pour jouer de l'harmonica sur Johnny Hill. Thank you for playing the harmonica on Jolene. Whenever anyone asks me if it's anyone I can listen to for the rest of my life, it's always you. So thank you. Dolly Parton, qui est une légende de la country, elle a plus de 60 albums et le dernier album a fait plus de 100 000 en première semaine. C'est vous dire à quel point elle est iconique aux États-Unis et elle s'est toujours battue justement contre le racisme. Du coup, Dolly a été appelée et non seulement elle reprend Jolene, mais Dolly a plusieurs interventions très classe dans l'album. Hey, Miss Honeybee, it's Dolly P. Comme pour adoubler Beyoncé, mais pas que. Chaque cowboy a besoin de ses petits alliés pour aller à la guerre. Et si vous continuez même dans le déroulement du storytelling de l'album, 16 Courage revient sur une Beyoncé qui vous raconte la difficulté que ça a été pour elle de faire cette carrière, comment ce n'est pas toujours facile d'être loin de ses enfants, de tout sacrifier pour pouvoir continuer à faire la passion qui l'anime depuis qu'elle a 15 ans. Il y a cette image-là, il y a cette image du cowboy qui est seul dans le truc et qui se dit 16, voilà, avec sa calèche, mais bon, allez, il me manque, mais je dois faire tout pour y arriver. Je suis une protectrice. 16 carriages driving away while I watch them ride. Nile Rodgers est aussi appelé pour faire de la guitare, pareil que Gary Clark Jr. Rien n'est laissé au hasard dans cette intrigue principale qui est le fait de se dire « J'ai été humilié en tant que femme noire juste parce que j'étais une femme noire. Beaucoup d'autres personnes de mon peuple ont été humiliées et on nous a même volé plein de choses. Donc, venez avec moi pour qu'on puisse effectivement se positionner. » D'ailleurs, l'apparition la plus spectaculaire de ce moment, c'est sans doute celle de Willie Nelson, parce qu'elle est sans doute la mieux pensée et la plus intelligente. C'est-à-dire que Willie Nelson est une autre légende de la country américaine. Mais c'est une légende très particulière parce que là où la country a souvent eu des icônes très conservatrices, à l'instar de Dolly Parton, c'est quelqu'un qui est plutôt hippie, vraiment babacool, qui a toujours assez voté démocrate. C'est un homme avec son petit tabac, dont la voix sent d'ailleurs le tabac, plus il vieillit, et, grand monsieur de la musique, mais qui a son petit caractère et qui en vrai, bon, il est country, mais il n'est pas du tout comme les autres cowboys qui rejettent. Et justement, Willie, qui chante encore très bien malgré ses 90 ans, il sort un album là dans quelques mois, n'est pas appelé pour chanter. Il me demande précisément de mettre la musique de Beyoncé à la radio en disant « Parfois, vous ne savez pas ce que vous voulez avant que quelqu'un en qui vous avez confiance vous donne un truc de vraiment cool. » Et ça, c'est très malin. Pourquoi ? Parce que là, on mime par une légende de la country, un animateur radio qui dirait finalement aux auditeurs de country radio, c'est vrai que vous voulez la rejeter dans la country là, mais vous la connaissez, elle sait faire plein de choses. Elle fait le mutisme même de ce qu'elle attend d'une partie des radios country dans son propre album. On est dans une fermeture de tous les angles. Sometimes you don't know what you like until someone you trust turns you on to some real good shit. Là, je sais que certains sont en train de me prendre pour un fou. Vous vous dites, non mais lui, il délire complètement. Qui dans le monde peut penser à de telles choses ? Franchement, du coup, si tout ce qu'il dit est vrai, pourquoi est-ce que, par exemple, nous, on aime bien Texas Hold'em, elle veut danser avec tout le monde, c'est la chanson qui cartonne, franchement... This ain't Texas, ain't no hold'em. En fait, Texas Hold'em est exactement dans toute la lignée de l'album. C'est du poker. Le Texas Hold'em, c'est le jeu de cartes de poker le plus populaire aux États-Unis. Et si vous êtes malin, vous savez que le poker, justement, c'est un jeu de cartes certes, mais c'est un jeu où on joue avec ses adversaires. Et alors, le cowboy peut jouer au poker quand il a fini de fumer sa cigarette et qu'il va dans son petit saloon. Mais en vérité, inviter quelqu'un à jouer au poker, même si ça peut sembler fun, même si on rigole, il y a tout dans ça, une part d'adversité, de jeu et de surtout ici, encore une fois, je vous le dis, je ne vais pas te laisser tranquille. Je vais me venger. Tu vas payer cher. There's a tornado in my city.
Même, maintenant, comme c'est un film de cow-boy, rien n'est jamais simple, même pour le cow-boy, même s'il est super talentueux. Et l'une des choses auxquelles a dû faire face notre personnage principal, c'est bien évidemment le fait que, ok, je veux faire un album country. Je veux effectivement que les gars de la country m'acceptent. Mais factuellement, il y a un truc très clair et qui lui sort par tous les pores et dont elle se rend factuellement compte parce qu'elle n'est pas bête, c'est qu'elle n'est pas une chanteuse de country. Et ça, c'est un point très important. La musique, c'est plein de choses. Et d'ailleurs, si vous faites le rapprochement avec la gentrification du rap dont tout le monde parle actuellement en France, c'est super intéressant comme débat. Elle n'est pas toujours très bien traitée sur Internet, mais dans le fond, il est intéressant. Et effectivement, le fait que d'autres personnes écoutent une certaine musique et qu'elle soit retransmise différemment à d'autres personnes, elle ne portera effectivement plus les mêmes symptômes, les revendications que les premières personnes qui l'ont portée. Donc finalement, au fil du temps, la musique peut devenir effectivement l'apanage de ceux qui la consomment. C'est-à-dire que si vous consommez une musique, vous devenez les principaux consommateurs de cette musique, dans la vision mainstream de cette musique, elle peut devenir effectivement le reflet de ce que vous êtes. Et de l'autre côté, si vous faites ce rapprochement avec la country, dire que la country est une musique afro-américaine d'origine et créée par le blues et tout est tout à fait vrai. Mais est-ce que vous pensez que, et ça c'est super important, si les afro-américains avaient continué d'écouter et principalement de la country aux États-Unis, est-ce que la country ressemblerait à la country que Carrie Underwood fait? Vous êtes tous à fait d'accord de dire que non. Et ça, c'est le dilemme tout à fait naturel auquel va faire face Beyoncé. Elle n'est pas une chanteuse de country. Oui, elle aime la country. Oui, c'est une Texane. Oui, elle connaît des codes et tout. Elle est country. On se rappelle d'elle et tout. Jeune, d'ailleurs, elle le dit. Elle dit que, vous vous rappelez que on disait que j'étais trop country parce que nous, on a connu, ma génération, on a connu Beyoncé. Les gens disaient qu'elle était campagnarde parce qu'elle avait l'accent très très fort du pays et qu'elle a fini par perdre au fil des années. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'à un moment, elle faisait pas beaucoup d'interviews. Elle n'était pas très bonne dans l'exercice. They should have never put me on a talent show on that stage because all I wanted to do was perform. Ever since then, I fell in love. C'est une chose qu'elle rappelle sur American Requiem. Elle dit, on a dit que j'étais trop country, après maintenant je ne suis plus assez country. Finalement, qu'est-ce que ces gens-là me veulent? Et c'est là qu'elle va se dire qu'en réalité, elle n'a rien à gagner à faire un album country. Son public de base ne va pas forcément être fan de la manière dont les albums country sont pensés par le public country actuel, mais surtout, en vérité, elle n'en est pas capable. Pas parce qu'elle n'est pas talentueuse, mais parce que c'est pas du tout sa manière de chanter, c'est pas du tout sa manière de penser la musique. Elle, c'est une chanteuse gospel de soul R&B qui, effectivement, a grandi dans ces codes-là. Et l'une des choses qui réunit, malgré tout, très bien aux États-Unis, l'ancien maître et l'ancien esclave, qu'est-ce que c'est? Jésus, la religion. La religion qui parcourt quasiment tout aussi bien que la violence, tous les titres de l'album. On est dans plein de jeux de mots sur la religion. Et c'est exactement sur ce point précis qu'elle part vocalement. Vocalement, Beyoncé est toujours factuellement en chorale. Elle chante dans la grande majeure partie du temps l'église. Churchy style. Et ça, autant, c'est très soyeux, très chaleureux, mais jamais très enjoué. Il y a un côté toujours grave dans la manière dont c'est fait. Pas simplement parce que sa voix est grave, mais parce que ça doit s'allier de thèmes factuellement beaucoup moins enjoués. Quand elle dit dans Bodyguard, par exemple, I will be your Kevlar, le Kevlar, c'est le gilet pare-balles. Et dans certains westerns, je ne sais pas si vous vous en rappelez, souvent, le mec prend une fille, il la met devant lui sur le cheval et tout, et elle lui sert à cacher les balles et tout. Bah, en fait, elle, c'est sa Kevlar. Et bah, du coup, Beyoncé, même quand elle fait cette chanson d'amour, elle reste dans ce thème très guerrier. Et quand tu es dans un thème très guerrier, tu ne peux pas non plus chanter la fête comme sur Yaya et tout. Tu restes dans quelque chose de très mesuré, mais factuellement, elle chante toujours très churchy, et pas churchy New York. Elle n'est pas dans le churchy Fête Events. Elle est dans le churchy du sud des États-Unis, très dense.
Et maintenant qu'elle a installé l'église sur des sonorités qui sont country, folk, blues et tout, bah, c'est difficilement, quand c'est bien fait, condamnable. Parce que toutes ces musiques-là viennent déjà du gospel et que finalement, même si un auditeur de country aime pas forcément ça, il sait dans sa manière, parce que dans la country on chante beaucoup, que tout ça vient de la même chose en fait. Et que, encore une fois, l'esclave et le maître se réunissent très bien sur le fait de Jésus-Christ. Les deux croient, aux États-Unis en tout cas. Eux, ils croient. Donc, c'est une passerelle très bien pensée. La seconde passerelle très bien pensée, c'est le fait de se dire que, au lieu justement de me concentrer sur le fait de se diriger juste vers la cible country, c'est celui de rattraper ses propres racines et de conserver malgré tout un public très attaché à ce qu'est Beyoncé. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de up-tempo, spaghetti, Yaya qui a ce côté rock'n'roll à la Tina Turner, Sweet Honey Bucket. Et toutes ces chansons-là ne sont justement pas country. Déjà, la première chose, et qui est super intéressante et qui est donc revendiquée, c'est le fait que les chansons sont faites par des producteurs afro-américains pour la plupart d'entre elles. The Dream, Swizz Beatz, Raphael Saadiq, on retrouve des producteurs de soul R&B qui ont déjà travaillé avec Beyoncé sur d'autres albums, et finalement, c'est comme à la maison. Et le second point intéressant, c'est qu'il pue la Louisiane, il pue le sud des États-Unis, et c'est justement là où on retrouve, au vu de l'intrigue et au vu des difficultés dont ont pu faire face notre personnage principal, on pourrait imaginer qu'effectivement, il reflète sa propre manière de voir son histoire. Parce que le fait qu'elle se fasse appeler Beyoncé sur la pochette n'est pas innocent. En effet, là encore, c'est une histoire de famille peu banale. C'est-à-dire que Beyoncé, c'est le vrai nom en réalité de Beyoncé. Parce que Beyoncé, c'est une erreur orthographique. Elle vient du fait que quand la mère de Beyoncé et le frère de la mère de Beyoncé, à savoir son oncle, sont nés, en fait, à l'hôpital, ils ont fait une erreur. Parce que entre Beyoncé et Beyoncé, on entend plus ou moins la même chose. Et donc, ils ont mal écrit le nom. Sauf qu'effectivement, quand la grand-mère de Beyoncé allait se plaindre, on lui a répondu qu'elle devrait déjà être contente qu'on donne un acte de naissance à des Noirs. Sauf que la mère de Beyoncé a quand même donné ce nom à Beyoncé pour continuer la transmission, mais c'est bien un nom d'une famille noire américaine du sud des États-Unis, quasiment toutes s'appellent des Beyoncé, et c'est ce nom qu'elle reprend dans la logique de l'album, où on retrouve donc musicalement tout le sud des États-Unis, à savoir la trap, qu'elle a déjà exploré sur Formation, la bounce, qu'elle a déjà aussi exploré et qu'on retrouve sur Riverdance. Et c'est là où c'est un album de femmes noires du sud des États-Unis qui inclut donc entre autres la country, parce que la country est profondément sudiste. Et là où beaucoup font des comparaisons entre l'équipe The Dream, Beyoncé, Quincy Jones, Michael Jackson, en réalité pour moi la comparaison et l'inspiration la plus évidente du mélange qui a voulu être fait ici, c'est bien évidemment l'équipe Jimmy Jam, Terry Lewis et Janet Jackson. Elle rend un propre hommage à l'histoire de sa famille en faisant un pied de nez toujours à ses adversaires. Oui, je suis d'accord avec vous. Elle est rancunière, oui, elle est rancunière. J'ai écouté le je me suis dit, mais en fait, cette fille, vraiment, elle est tenace. Et du coup, j'ai même essayé de comprendre avec l'astrologie. Vous savez que maintenant, non, mais je m'en fous de l'astrologie, moi, vraiment. Mais maintenant qu'on m'a dit des trucs, je me suis dit, bon, attends. Et apparemment, elle est vierge. Et j'ai lu effectivement que les vierges étaient des êtres humains très rancuniers. Et ne me regardez pas de façon bizarre parce que ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est qu'elle-même le dit. Elle dit que c'est un truc de vierge de tenir la rancune comme ça. Vous avez entendu quand elle le dit. Là, vous vous dites donc, du coup, c'est un album de revanche socio-culturelle. Est-ce que ça nous intéresse vraiment? Nous, on veut s'amuser et tout. Je pense que ça a été la deuxième intrigue. La deuxième intrigue, c'est de se dire, oh là là, c'est vrai que je suis quand même une grosse revancharde. C'est vrai que je pique même les personnes qui m'accusent de plagiat par-ci par-là dans les chansons de cet album. Mais comment est-ce que je peux faire en sorte que ça ne passe pas trop pour de la revanche? Il faut quand même que ce soit léger. Il faut que je m'amuse aussi en studio parce que tout ça, c'est un puzzle. Vous la voyez bien avec son cahier, en train de tout noter, de tout structurer, de tout penser dans sa tête, avec les producteurs assis. Vous vous dites, bon, il faut un peu de fun.
Et le fan est venu justement dans l'idée d'en faire ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Le fameux film western. Comment je le sais? Je le sais parce que dès que j'ai écouté l'album, je me suis dit que ça sonnait comme un film western. Mais en plus, elle a fait une interview dans laquelle elle a dit « Oui, en fait, j'ai regardé plusieurs films. » Et elle a cité 3-4 films en faisant l'album. Et souvent, certaines chansons correspondaient à des films. Faut pas m'en dire plus, vous me connaissez. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ça m'a pris un peu de temps de faire cette chronique. J'ai passé mon temps à regarder des films, pas simplement les films qu'elle a cités, mais essayer de trouver, du coup, les liens entre ce qu'elle chantait et les films potentiellement western ancrés dans la culture populaire. Par exemple, la chanson avec Miley Cyrus, qui n'est pas invitée non plus innocemment. Miley Cyrus est là parce que c'est une chanteuse qui peut prendre dans la culture afro-américaine et revenir dans la culture country sans qu'on ne lui dise quoi que ce soit. Donc, du coup, on la ramène là pour faire le mimétisme entre Beyoncé et elle. Et elles chantent toutes les deux sur la chanson Most Wanted. C'est un de mes titres préférés de l'album, juste pour la prestation de Miley Cyrus, la qualité de sa voix. Et je trouve que ce moment rappelle étrangement le film Thelma et Louise. Pareil dans la chanson Daughter, qui a un mood beaucoup plus énigmatique, dans laquelle elle raconte justement la vengeance d'une femme qui tabasse la maîtresse de son mari et qui s'apprête justement à aller tuer l'homme qui l'a trompée. Il y a beaucoup de théories autour de ça, notamment autour de la supposée ancienne maîtresse de Jay-Z. Mais quand vous écoutez le titre, j'avais pas l'impression là qu'on était dans un rattrapage autobiographique. Je trouvais que ça semblait justement un peu trop théâtral pour que ce soit de l'autobiographie. Donc, en regardant certains des films, je pense avoir trouvé qu'il s'agit de The Harder They Fall. Le film avec justement Jonathan Meyers, qui est d'ailleurs sur Netflix, vous pouvez le voir. Et dans ce film-là, au tout début, quand le film commence, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y a une scène où des messieurs viennent se venger et tuent la famille de Jonathan. Et tout le reste du film, je vous laisse imaginer ce que Jonathan va faire, mais la scène est très frappante. Et quand la scène commence justement, à ce moment-là, il y a une manière dont l'opéra est mis en avant. Ça m'a rappelé très étrangement la manière dont Beyoncé a chanté et s'est essayé à l'opéra sur Daughter. Post Malone aussi est appelé sur le titre Levi's Jeans et il fait référence à quoi? Pour le coup, à la popularisation des jeans Levi's, mais au fait aussi que lorsque les Destiny Child commençaient, Levi's est une des seules marques qui avait accepté de les habiller. Et que ça faisait justement lien avec le fait que les cowboys ont été très populaires avec la marque Levi's. Et je pense que la référence pour le coup, c'était le film Killers of the Moon et que globalement, le fun de la réalisation de l'album doit être fait autour de ce puzzle cowboy. Le fait d'avoir rassemblé plein d'histoires autour des cowboys qui ne sont pas forcément autobiographiques, mais qui en rajoutent au corps et donnent un ensemble autour de cette vengeance à la fois personnelle, socio-culturelle et finalement donc sur la fin un peu fun parce que la dernière chanson c'est le cowboy qui se rend. Sur Hands to Heaven, elle est allée dans le désert pour se reposer. Et elle dit, nous serons ceux qui vont purifier les péchés de nos pères et toutes ces vieilles idées sont enterrées ici. Vous connaissez la série Revenge? C'est une vieille série, elle doit avoir 10-15 ans aujourd'hui. Et dans cette série, on est en famille, je peux vous raconter tout. C'est une meuf qui a perdu son père et qui en fait fait tout et n'importe quoi pour se venger. Elle est obsédée par la vengeance. Elle se plaît à avoir le signe double infinity sur sa cour et tout, sur sa véranda et tout. Elle le touche. Elle se dit, je vais vraiment me venger. Et au fil des épisodes, la série tombe dans le n'importe quoi. Enfin, selon moi, ça tombe dans des histoires complètement fantastiques. Je crois qu'à un moment, le père revient, enfin, la mère, enfin, bref. C'est un truc de fou. Mais il y a une phrase qui était très marrante dans cette série que je ne connaissais pas. C'est une phrase de Confucius. Et donc, du coup, il répétait souvent que quand tu t'engages sur le chemin de la vengeance, tu creuses deux tombes.
la tienne et celle de ton ennemi. J'ai beaucoup pensé à ça quand j'écoutais cet album de Beyoncé. Pas parce que j'ai trouvé désagréable, au contraire, si vous avez suivi cette chronique, je trouve que c'est passionnant comme disque et qu'il y a encore des détails que à la fin de cette vidéo auxquels j'avais pas pensé en revenant pour tourner ma fin de vidéo, je me suis rendu compte que sur certaines chansons, elle fait des références à certaines chansons country et je pense que on voit d'ailleurs que The Dream est vraiment l'homme derrière elle parce que j'imagine qu'elle découvre quelque chose parce qu'elle doit apprendre sur le tard, même si elle vient du Texas, elle apprend, ça se voit d'ailleurs que c'est l'album de quelqu'un qui apprend sur le tard et qu'elle le dit, je crois dans son message Instagram, j'ai passé le temps à apprendre, à essayer de comprendre, un peu comme elle l'a fait pour l'album Afro, c'est-à-dire qu'elle n'était pas allée en Afrique, elle est restée chez elle, elle a essayé de comprendre ce qui se passait, elle l'a retranscrit. L'album Renaissance, pareil, et elle a donc cette capacité de s'entourer de personnes qui vont lui permettre de réunir les codes. Et je trouvais justement que sur Cowboy Carter, même le nom Cowboy Carter, c'est le nom, encore une fois, un American Requiem, d'une famille très populaire de la country, on l'appelait la First Family de la country. Ils ont créé un riff de guitare qui est devenu hyper populaire. Sauf qu'on s'est rendu compte beaucoup plus tard qu'effectivement c'était un riff de guitare qui avait été volé à un guitariste noir qui les avait justement amenés dans les quartiers afro-américains et d'où ils avaient volé les mélodies pour devenir la First Family de la country. Et c'est donc ce titre-là qui est le titre officiel de l'album. Et je dois vous avouer que je lui préfère en réalité le titre Beyoncé qui pour moi me semble plus logique par rapport à l'histoire qui est racontée. C'est pas totalement un album qui dit oui, on va aller s'asseoir pour pointer le drapeau des Noirs sur le sol de la country, même si effectivement c'est ce qui ressort de la première pochette. Et d'ailleurs c'est super intéressant parce que il y a aucun débat autour de cette première pochette, même si moi j'ai été super gêné de voir cette pochette. Et je peux comprendre pourquoi effectivement les Afro-Américains ni les Blancs américains ne sont gênés de cette pochette. Personne ne parle de cette première pochette. Mais si vous regardez bien cette première pochette, on retrouve quand même effectivement Beyoncé avec son drapeau américain qui revendique avec le cheval. C'est le symbole des anciennes guerres, des cow-boys notamment. On arrive sur un territoire et on met son drapeau, ça nous appartient. Mais c'est aussi le fameux mythe américain. Nous qui avons le regard et peut-être qui avons grandi ailleurs, nous connaissons ce mythe américain. Le mythe américain de Land of the Free, la terre qui est libre. Donc nous sommes allés là-bas et nous avons trouvé une terre libre. Et nous savons que ce n'est pas vrai. La terre qu'ils ont trouvée n'est pas une terre libre. Aussi bien, et c'est tout en respectant la douleur de chacun, et c'est justement ça le dilemme. Aussi bien pour les Afro-Américains que pour les WAPs américains. Il y a un peuple qui se serait bien passé aussi bien de l'histoire de Beyoncé que de l'histoire des Blancs américains, de tout cet esclavage d'ailleurs. Et le fait d'ailleurs de replanter ça et de dire je reprends l'histoire du cow-boy, j'ai trouvé très intéressant que personne ne se demande ce que pensent les Amérindiens de tout ça. Et je suis justement allé voir l'histoire de Bass Reeves, le fameux cow-boy qui aurait inspiré le Lone Ranger. Et c'est marrant parce qu'on retrouve effectivement qu'il s'est battu à plusieurs reprises, mais c'est assez logique, contre des Indiens avant de devenir plus tard un de leurs alliés. Mais la raison pour laquelle il a été député, ce fameux cow-boy noir, c'est parce qu'à un moment, les Blancs américains ont estimé qu'il leur servait à aller combattre les fameux gens qui n'existaient pas, The Land of the Free. Et c'est pour ça que moi, je préfère le titre Beyoncé au titre Cowboy Carter. Et ce débat sur le nom, pour moi, il a sans doute été mené parce que vous le voyez au fait qu'il y ait deux versions de l'album. La première version qui s'appelle Beyoncé et qui a 23 chansons, et le mix entre Beyoncé et Cowboy Carter n'est absolument pas le même, qui a 26 chansons. Je pense qu'elle a vraiment dû se débattre entre le fait de faire ce clin d'œil à Jay-Z, Carter et à la famille de la country et à sa propre famille, et que finalement ça a dû être décidé dans la dernière minute parce que le mix n'est pas le même sur plusieurs des titres. Quand vous écoutez par exemple Jolene, ça m'a frappé, sur la fin de Jolene sur le CD, il y a des voix masculines très présentes qu'il n'y a pas du tout sur le Cowboy Carter qu'on a en streaming par exemple. Donc le débat a vraiment dû s'opposer sur la fin. Si on vous donne des albums country que font aujourd'hui Morgan et Carrie Underwood, je suis pas sûr que vous allez les aimer. Moi, j'aime beaucoup la country, mais je suis pas sûr que le public qui me suit va forcément aimer ces albums-là, même si c'est un album de Beyoncé qui est pas, et elle l'a dit d'ailleurs, un album véritablement country. Et je trouve que l'idée derrière est plus de s'auto-déterminer avec Beyoncé que d'aller implanter son drapeau quelque part avec Cowboy Carter, même si encore une fois,
dans les deux liaisons, comme on l'a vu, ça se rejoint. Maintenant, est-ce qu'elle aura le fameux Album of the Year? C'est très marrant parce que elle a toujours ce problème de sincérité avec elle-même et qui est une duplicité très, très particulière de sa personne. C'est-à-dire que dans l'album, alors qu'on sait que c'est son objectif précis, que son mari en parle, que tout le monde en parle, on sait que c'est quelque chose qui la travaille de pas avoir ce prix qui est le dernier prix qui lui manque en vérité, parce qu'elle en a plus de 600. Elle réussit quand même à dire dans l'album, il veut pas me donner l'Album of the Year, je m'en fous. Ce qui est un mensonge. But she has more Grammys than everyone and never won Album of the Year. So even by your own metrics, that doesn't work. Think about that. Elle fait tout pour avoir ce fameux Grammy Album of the Year. Est-ce qu'elle va l'avoir? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle le mérite? Pour moi, oui, elle le mérite même depuis Renaissance. J'aimerais qu'on lui donne même pour qu'on cesse ce fameux débat. Après, le problème avec le Grammy Album of the Year de Beyoncé, c'est que, vous savez, la musique, c'est quelque chose de très instinctif au final. Et que moi, qui ai apprécié Cowboy Carter, qui ai aussi apprécié Renaissance, parce que moi, je passe des heures, j'ai un espèce de petit côté détective, j'aime savoir ce qui se passe, ce qui est dit, pas dit. Et vous voyez comment je suis. Bah, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un qui lui aime juste la musique simple, une mélodie basique, se dise, ouais, flemme. Et qu'il ait déjà peut-être quitté ses étudiants en se disant que quoi? Tout ça là, je suis pas en cours de dactylographie ou je sais pas trop quoi, en fait, je suis pas à l'université. Et je pense que ce petit côté moins instinctif, qui peut paraître moins passionnel, moins lisse, comparé peut-être, je sais pas pour la critiquer ou quoi que ce soit, à une Taylor Swift qui va raconter une histoire directe ou alors à une Billie Eilish, bah peut-être que peut lui desservir toujours chez des musiciens. Et de façon légitime, au-delà du racisme. Il y a peut-être des gens ici là qui vont regarder cette vidéo, qui vont aller écouter l'album et ils vont se dire c'est peut-être trop complexe, c'est peut-être moins évident au niveau des mélodies, ce que je ne pense pas. Je pense par exemple que Bodyguard peut être un tube. Je pense aussi que Most Wanted peut être un tube. Mais si pour moi c'est un album qui va bien vieillir, ce n'est pas dit que dans l'année qui vient, des gens ne tombent pas amoureux d'albums beaucoup plus faciles d'accès, avec un niveau qualitatif plus ou moins équivalent. Mais le fait justement qu'elle veuille ce Grammy à ce point et qu'il y ait toute cette émulation autour de ce Grammy, alors que dans le même temps, il y a toute cette conversation autour de l'autodétermination, montre quand même que le requiem américain existe. C'est-à-dire que les Afro-Américains et leurs frères ou leurs acolytes ou leurs anciens maîtres vivent dans une espèce de vase clos qui tourne en rond au fil des siècles et qui finalement se rapprochent, se détestent et tout, mais finalement, comme elle le dit, elle le montre sur la pochette, on reste américain et on est d'abord américain avant toute autre chose. C'est à respecter. Si je devais noter l'album, je lui donnerais peut-être un 16 ou un 15 sur 20. En tout cas, je pense que c'est plus ou moins équivalent à Renaissance dans mon esprit, même si je pense que j'aimerais beaucoup plus cet album avec le temps et que je continue à regarder des films pour essayer de trouver d'autres références. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette chronique parce que je pensais qu'elle la ferait elle-même. Je pensais qu'elle ferait un album visuel et que finalement ce serait cool qu'on regarde le visuel et qu'on voit le film après. Mais j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'album visuel quand j'ai vu que Willie Jones et plusieurs autres artistes invités dans l'album, les jeunes là, ne savaient pas au moment de la sortie de l'album s'ils étaient dans l'album. Et c'est aussi là que j'ai compris, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que plusieurs des invités, c'était comme les personnages secondaires des westerns. C'est-à-dire qu'elle s'est dit à un moment, comme je vais vers un album country, ce serait plus fort dans mon histoire qu'il y ait des artistes, des jeunes artistes noirs pour les pousser. Ce qui n'est pas malaisant. Mais dans la première idée de la revanche, elle comptait affronter ses fameux adversaires seule en tant que Thanos, comme elle-même se pense. Est-ce que maintenant, il y aura un troisième volet? Est-ce que le troisième volet sera rock'n'roll, comme certains le pensent? Nous arrivons à la fin de cette analyse sur l'album de Beyoncé. Moi, vous savez que je ne pense pas, alors peut-être que je me trompe, mais dans la logique dans laquelle je l'imagine, je ne pense pas que ce sera un album rock. Alors tout le monde dit que ça le sera, peut-être, mais j'ai la vague impression que la logique ne m'amène pas vers ça. Maintenant, je peux me tromper, mais la logique ne m'amène pas vers ça. Il y a déjà pas mal de titres pop rock, rock and roll, Yaya... Bodyguard, il y a déjà pas mal de titres qui ont ces sonorités-là, la reprise de Chuck Berry. Est-ce qu'il y aura
une suite dans cette idée-là, ou alors est-ce qu'il y aura un retour à quelque chose de plus simple, ou alors à la maison, dans l'idéologie? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne pense pas que ce sera un album rock'n'roll. Ou alors, je serais vraiment surpris que ça le soit, parce que ce serait quand même une 3e fois aller à la reconquête, alors que finalement, si tu as déjà établi ton drapeau quelque part, bah autant installer ton village, ou installer ta ville. Si même on imagine que l'acte 1, c'était en vérité le premier acte, c'est-à-dire qu'il a été enregistré en premier, la Lone Country, qui s'appelait donc Beyoncé au Cowboy Carter. Disons Beyoncé, la renaissance de Beyoncé. Bah, du coup, elle va renaître. J'ai la vague impression, peut-être que je me trompe totalement, mais que ce ne sera pas un album rock, mais qu'on se dirigera plutôt vers quelque chose qui rentrerait vers la maison. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo pour vous et j'espère que vous l'avez apprécié. Je suis revenu sur tout ce que j'ai pensé de l'album, la structure, les références aux films de cow-boy, de western, à l'histoire même de l'Amérique. N'hésitez pas à me donner tous vos avis sur tous ces différents thèmes. N'hésitez pas à me donner quelles sont les chansons que vous avez préférées, comment vous avez vécu l'album, est-ce que vous attendez les visuels, est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment vous apporter quelque chose, est-ce que vous pensez aussi que le fait qu'il n'y ait pas de visuel, ça vous permet de réfléchir, de penser l'album, de le vivre différemment qu'à l'époque où il y avait des visuels. Que pensez-vous aussi du fait que l'album connaisse malgré tout pour elle un vrai succès? Est-ce qu'elle va avoir l'album Grammy of the Year? Prochainement, on parlera du fait que beaucoup d'entre vous ayez snobé Justin Timberlake, alors que malgré tout, quand on voit l'histoire, il avait été encore une fois en amont sur beaucoup de gens. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et franchement, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis si longtemps. Je crois que ce sont les 5 ans de cette chaîne, donc merci à vous d'être toujours aussi présents. C'est toujours beaucoup de travail, donc n'hésitez pas, si vous aimez ce format, s'il sort comme je pense qu'il devrait sortir cette semaine, sachez que beaucoup de gens ont travaillé sur cette vidéo et donc je leur fais des big up à tous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Toutes les personnes qui vont reprendre mes analyses pour les mettre en trade, encore une fois, ça reste mon travail. Vous pouvez le reprendre, n'hésitez pas à me créditer. Si vous les voyez les retraduire en anglais, comme pour Renaissance, n'hésitez pas à les taguer ou à reproduire mon lien. Parce qu'ils vont tous vous dire, oui, non, c'est pas lui qui était censé faire des analyses en vous répétant exactement mes mots. Donc non, quand même, on est quand même des adultes. On vient de voir quand même qu'il était une fois, c'était un mensonge. Bref, merci à vous tous. J'espère que ça aurait été un bon moment de divertissement et que vos idées noires, s'il y en avait, sont enterrées ici. Et j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Autre petite épopée dans le sud des États-Unis, et bien évidemment, sponsorisé. Non, j'ai pas fait, j'ai pas bien. Sans chapeau? Go. On a raté en vrai. Coupé!